Pourquoi méditer? À quoi bon méditer? Parce que dans le paysage de nos MBSR, MBCT, MBRP, MBIT, MBCL, MB... Voilà. À chaque fois, on a un programme différent. Donc pour MBSR, c'est la réduction du stress. Pour MBCT, c'est la prévention de la rechute dépressive, etc. Et finalement, la méditation elle-même, est-ce qu'au-delà de ces petits objectifs cliniques individuels, à quoi est-ce qu'elle sert? Et je pense que vous avez toutes et tous une idée, votre idée. Pour moi, c'est déjà de profiter le plus possible de ce qui est bon dans l'instant présent, de ne pas passer à côté des choses agréables dont on peut profiter, pour peu qu'on les remarque et pour peu qu'on apprécie pleinement leur présence. La pleine conscience de ce qui est agréable, avec cette fameuse phrase « J'ai vécu une vie formidable, je regrette seulement de ne pas avoir été là pour en profiter », que j'aime à répéter, parce que c'est exactement ça. Ne pas passer à côté, chaque jour et à chaque instant, de ce qu'il y a d'agréable dans cet instant-là, dans cette journée-là. Et clairement, les compétences de la pleine conscience, elles nous aident à faire ça. Habiter l'instant présent, ça veut aussi dire être de plus en plus, de mieux en mieux capable de nous distancier de notre tendance à bondir dans le passé ou dans le futur. Il y a une phrase que j'aime beaucoup pour les ruminations sur le passé. Abandonner tout espoir d'un passé meilleur. Je trouve très joli, parce qu'en effet, on en est souvent à se souhaiter non pas un futur meilleur, mais un passé meilleur, ce qui est parfaitement débile, il faut bien l'avouer. Donc, j'aime bien cette phrase. Et puis, évidemment, l'anticipation de futur qui n'est pas là. Une autre phrase que j'aime beaucoup, j'ai vécu beaucoup de catastrophes tragiques dans ma vie, et quelques-unes ont même vraiment eu lieu. Alors, être dans le présent, profiter de ce que le présent nous offre, et ne souffrir de ce qui est désagréable que dans la mesure nécessaire, inévitable. On a une part de souffrance qu'on ne peut pas éviter, celle qui nous tombe dessus, mais on peut s'épargner celle qui dépend de nous, de notre réactivité. C'est cette fameuse deuxième flèche qui est souvent suivie d'une troisième, d'une quatrième et d'une 197e, si vous vous souvenez de l'image des flèches. Et on prend la direction, et je pense que pour moi, en fait, la promesse vraiment intéressante de la méditation, ce qui me motive à méditer quotidiennement, je crois que c'est ça. C'est de prendre la direction d'un bien-être, d'un contentement qui soit indépendant des circonstances, ou en tout cas aussi indépendant des circonstances que possible. C'est-à-dire de ne pas être fasciné par les choses dont on a besoin qu'on n'a pas, qui sont une source de mécontentement, parce qu'à partir du moment où l'iPhone 5 apparaît et où vous le désirez, votre iPhone 4, qui jusqu'à présent vous comblait de bonheur, ne vous convient plus. Donc le désir crée une insatisfaction. Et de ne pas non plus avoir besoin de se débarrasser de ce qu'on a, de ce qui est là, des émotions qui sont là, des circonstances qui sont là. Donc je pense, cette direction-là qu'on prend avec la pratique méditative, c'est de créer une capacité à éprouver du contentement, du bonheur, du bien-être, quelles que soient les circonstances. C'est très bien. Comment on fait? Et je crois que c'était à la retraite de Mindful Eating, j'avais présenté les compétences méditatives sous forme d'une pyramide, un peu comme la pyramide de Maslow. Et en fait, j'aime bien cette image, donc je la garde aussi ce soir. La pyramide de Maslow, c'est donc un classique des manuels de psychologie. Ce monsieur Maslow, il avait postulé qu'on avait des besoins fondamentaux, comme le besoin par exemple de sécurité, et que c'est seulement quand ce besoin-là était satisfait qu'on pouvait avoir un besoin secondaire, comme le besoin d'appartenir à un groupe social par exemple, le besoin d'appartenir à une famille. Et tout en haut, il y a le besoin de réalisation de soi, qui est vraiment un besoin qui est accessible avant tout quand on en a satisfait un certain nombre d'autres. C'est pas une question qu'on se pose quand la sécurité n'est pas assurée, par exemple.
Alors, dans les compétences méditatives, j'ai aussi l'impression que c'est un peu pyramidal et qu'il y a un truc fondamental par lequel on commence, et puis qu'il y en a un autre sur lequel on peut construire le troisième et finalement un dernier. La première compétence, c'est d'être avec le corps, ce qui est typiquement l'exercice qui nous met tout de suite face à cette compétence-là dans le début d'un cours MBSR, c'est le body scan. Être capable de tourner son attention vers le corps. L'avantage du corps, c'est qu'il est toujours dans l'instant présent. Donc à partir du moment où votre attention est tournée vers le corps, pouf, vous n'êtes plus dans le passé, dans le futur, vous êtes dans l'instant présent. Cet instant présent peut être profondément désagréable ou agréable, mais en attendant, vous y êtes. Et le corps est aussi toujours un reflet fidèle de la réalité de notre expérience. Il n'y a pas le déni d'une émotion qu'on peut avoir à un niveau mental, cognitif. À partir du moment où on se demande comment on se sent physiquement, ce déni n'est plus possible parce que l'émotion, on la ressent dans le corps. Le corps a un autre avantage, c'est que l'expérience du corps est relativement stable. Le corps peut avoir chaud, froid, peut être par endroits confortable, inconfortable. Ça ne bouge pas, ou ça bouge peu. Ça évolue, mais beaucoup moins vite que les pensées et que les émotions, que le monde mental en général. Donc, simplement en se tournant vers le corps, on apprend à être dans l'instant présent, à être vraiment avec ce qu'on ressent et à se stabiliser, plutôt que de laisser une pensée conduire à une autre et nous emmener de plus en plus loin dans la rumination. Donc, la base de tout ce qu'on fait, c'est toujours le recours et le retour au corps. Comme le dit Kabir, sois fort alors et entre dans ton propre corps. C'est seulement là que tu trouveras un sol ferme pour tes pieds. Première compétence. Et quand on a commencé à s'engager avec le corps, on peut penser à développer une deuxième compétence. L'exercice qui est le plus typique pour celle-ci, c'est la méditation sur la respiration, qui est de stabiliser son attention, de la focaliser sur quelque chose et de la stabiliser, et de la tranquilliser. Avec la respiration ou avec n'importe quel autre objet de méditation, ce que ça nous permet d'obtenir, c'est des îlots de calme au milieu de moments troublés ou de moments agités. Même si le calme ne dure que le temps d'une respiration dont vous avez pleinement conscience, cette respiration-là, vous en aviez pleinement conscience. Vous n'étiez pas en train de ruminer. Donc, ça offre cette capacité à créer des moments de calme, des moments de stabilité, de tranquillité. Et aussi à sortir des ruminations, puisque quand on est avec la respiration, on ne peut pas en même temps continuer de ruminer, ou en tout cas on le fait moins ou partiellement. Ça, c'est une des... Parmi les promesses de la concentration, il y a ces îlots de calme, mais au-delà, et j'espère qu'il vous arrive parfois de vous en faire la remarque, parce que ça arrive forcément, il y a aussi un plaisir extrêmement simple, le plaisir d'être focalisé sur quelque chose. Et quand par moment, vous êtes attentif à la respiration et à rien d'autre qu'à la respiration, vous avez une espèce de satisfaction. Tiens, je suis bien. Et pourtant, la seule chose que je suis en train de faire, c'est d'observer ma respiration. Le fait d'être attentif, d'être concentré, d'être stabilisé est agréable. C'est pas neutre, c'est subtilement agréable, c'est légèrement agréable, c'est pas intense, mais c'est agréable. Et c'est un bonheur absolument, une satisfaction absolument gratuite qui ne dépend de rien d'autre que de notre capacité à observer et à rester avec la respiration. Et quand on a cultivé ce deuxième étage, le troisième étage, c'est l'observation de ce qui se passe en nous en pleine conscience. Cultiver l'observateur en nous, cette partie de nous qui peut tout observer. Tous les visiteurs de l'auberge, comme nous le dit Rumi, tous, il te faut les accueillir et les divertir. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on observe tout ce qui se passe en nous avec cette qualité particulière d'attention? Il y a
deux trucs qui aident. Quand on observe ce qui se passe en nous en pleine conscience, on observe tous les événements, tous les sens, en leur attribuant deux caractéristiques. Parfois on dit trois. Ce soir, j'en garde deux. La première, c'est que ce qui se passe en nous n'est pas qui nous sommes. Ce qu'on appelle la désidentification, capacité à observer une émotion comme étant simplement une émotion, une sensation comme étant simplement une sensation, et pas une partie de notre identité. Et c'est libérateur quand on peut le faire, parce que on peut presque avoir de la bienveillance ou de la compassion pour un ressenti désagréable qui est pourtant le nôtre, mais on peut avoir cette perspective détachée. L'observation de la colère n'est pas en colère, l'observation de l'anxiété n'est pas anxieuse. Donc à partir du moment où on est dans cette qualité d'observation, on n'est plus pris, saisi, englué dans une émotion, dans un état désagréable. Et ça correspond simplement à une réalité, parce que nous sommes entourés de différentes personnes, nous avons un corps, un cerveau, qui ont une vie parfois très autonome de notre conscience. Et typiquement, il y a un exemple qui m'avait beaucoup frappé et dont on a parlé pendant la retraite du Mindful Eating. Quand vous êtes en état de stress, la partie de votre cerveau, le cortex préfrontal, qui est capable de contrôler, de gérer le comportement, de le diriger, est inhibée. Et quand on est en état de stress et qu'on mange un demi-paquet de biscuits et qu'on se dit « mais pourquoi l'ai-je fait ? Je ne voulais pas le faire. Je savais que ça ne m'apporterait aucun plaisir. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas ce que je voulais faire. » C'est parce que le stress a changé notre chimie intérieure. Et ça n'a pas beaucoup de sens de prendre la responsabilité de chacun de nos états, parce que ce sont les états qui nous arrivent. Et il y a des circonstances qui les créent, qui échappent complètement à notre contrôle conscient. Parfois à moitié. On ne peut pas se déresponsabiliser de tout, mais on se surresponsabilise, généralement. Et c'est exactement à ça que ça renvoie. Une pensée n'est pas qui nous sommes, c'est simplement une pensée. Et on peut l'observer comme étant simplement une pensée. La même chose pour une sensation, pour n'importe quel phénomène qui est présent dans notre attention. C'est très déculpabilisant, et c'est d'ailleurs utilisé dans ce sens-là en thérapie. Je vous avais parlé peut-être, si vous avez suivi le cours il y a très longtemps, de Michael White, qui est un psychothérapeute australien, qui a inventé une forme de thérapie, qui a contribué à l'invention d'une thérapie qu'on appelle narrative, et qui travaille avec des enfants. Et quand un enfant typiquement venait avec un problème d'énurésie, donc le pipi au lit, et que les parents disaient voilà, il a ce problème-là qui nous embête, cet enfant est porteur de ce problème, et ça peut pas continuer. Il a eu l'intuition que ce langage de dire qu'une personne était porteuse, contenait, avait en elle un problème, ne contribuait pas à la résolution du problème. Et sa suggestion, qui marche évidemment extrêmement bien avec les enfants, c'était de dire « Écoute, on va l'appeler Todd. Todd, cette énurésie, je te propose qu'on lui donne un nom, on peut l'appeler Pipi Sournois par exemple. Et quand est-ce que Pipi Sournois est apparu dans ta vie ? Eh ben, il est apparu, c'était un jour où je dormais pas à la maison, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il a fait autour de toi ? Je m'entends moins bien avec ma grande sœur parce qu'elle se moque de moi, ou il y a d'autres enfants à l'école chez qui je peux pas aller dormir alors que j'aimerais. Et toutes ces questions partaient du principe qu'à partir de maintenant, le problème de l'enfant était quelque chose qui était complètement distinct de la personne de l'enfant. Et l'impact, apparemment, était immédiat, dans le sens que le visage se détendait, que ça redevenait possible d'aborder ce qui se passait d'une façon qui soit constructive pour tout le monde, pour l'enfant et pour la famille aussi. Et c'est un peu ce qu'on cherche à faire en observant ce qui se passe en nous méditativement, c'est à ne pas se confondre avec notre anxiété, avec notre colère,
à en faire quelque chose qui se passe en ce moment dans le champ de notre attention et qu'on peut observer comme un phénomène qui n'est pas nous. Et très souvent, dans une méditation, quand quelque chose cloche, quand il y a une insatisfaction, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui n'a pas été transformé en objet de méditation, quelque chose qui continue à faire partie de qui nous sommes plutôt que de faire partie de ce qu'on observe. Une participante m'avait marqué parce qu'elle avait résumé ce problème de façon très claire, après un exercice où on observait la douleur dans le corps et où je demandais aux participants, vous l'avez tous fait, de reconnaître et de nommer les émotions qui étaient présentes en lien avec cette douleur. Elle avait dit à la fin de l'exercice, tu parlais d'émotions, moi j'avais pas d'émotions, j'avais seulement ces sensations qui étaient tellement énervantes, et voilà. C'est exactement ça. Ça c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve quand il y a une émotion, la colère, qu'on ne voit pas en tant qu'émotion, mais qu'on voit en tant que quelque chose qui est objectivement, qui fait partie de la réalité de notre expérience et de qui on est, de ce qu'on est en train de vivre. Et typiquement, si vous ruminez autour de moments colériques, il viendra le genre de dialogue intérieur que vous pourrez avoir. Oui, colère, oui, c'est de la colère, oui, j'ai de la colère. Mais en même temps, évidemment que j'ai de la colère. C'est quand même pas du tout normal ce qu'il m'a fait, il n'aurait pas dû me parler comme ça. À partir du moment où, dans ce qu'on est en train de dire, il y a sous-jacent l'adverbe objectivement, mais en réalité, on est en train de se confondre avec quelque chose qu'on pourrait transformer en objet de méditation. Et typiquement, si vous êtes sensible, je pense que c'est une minorité de personnes, mais si vous êtes sensible à la fameuse mouche que vous vivrez de temps en temps, qui vous tournera autour de temps en temps pendant le week-end, vous pouvez noter son, agacement, son, agacement. Et à un moment, vous avez cette phrase, mais le problème, ce qu'il me faudrait vraiment, c'est une tapette à mouche. Et là, vous êtes sorti de l'observation et vous avez de nouveau intégré dans la réalité objective votre colère au lieu d'en faire une colère que vous pouvez observer. Ça se passe très, très, très rapidement. Tout à coup, la colère, vous pouvez l'observer un moment et tout à coup, elle revient déterminer comment vous percevez le monde autour de vous plutôt que d'être elle-même quelque chose que vous observez. Ou la phrase « oui, d'accord, c'est de l'anxiété, mais si c'était grave ?» Dans les dialogues intérieurs, c'est aussi un grand classique. On peut être par moments complètement conscient que de l'anxiété est présente, et l'instant d'après se dire « oui, mais en même temps, la dernière fois, je m'étais bloqué le dos, ça avait commencé un peu comme ça. » Donc on peut s'en approcher sans l'éloigner de cette capacité à observer. Et très souvent, un truc que je vous donne, en espérant qu'il vous soit utile, parmi les choses qu'on n'observe pas, il y a les émotions et les désirs qui portent sur la pratique méditative elle-même. C'est-à-dire qu'on peut être parfaitement capable d'observer l'anxiété qui nous vient à propos de quelque chose d'extérieur à la méditation, d'observer de la colère un peu après, mais « j'aimerais que ma méditation soit autrement », on ne le note pas comme étant le désir d'autre chose. Ou « ça ne marche pas, j'essaye d'observer cette douleur, cette émotion, mais ça ne marche pas ». Ce constat d'échec, on n'en fait pas un « ah, échec » qu'on peut observer, on considère que c'est objectivement, ma méditation est un échec. C'est pas que de l'échec est apparu dans le cadre de ma méditation comme une pensée. Donc, méfiez-vous de ce que vous pensez à propos de la méditation, parce que pour une raison ou une autre, on a un filtre qui parfois fait qu'on oublie de remarquer ces émotions-là comme étant simplement des émotions, et qu'on les prend plus au sérieux que les autres. L'autre caractéristique, donc la première, c'est que ça n'est pas qui nous sommes, qu'on peut s'en désidentifier. Et la deuxième, c'est évidemment que c'est changeant, que ça ne dure pas, ce qu'on appelle l'impermanence, ce qui est exprimé avec beaucoup d'élégance par cette phrase « ça aussi, ça va passer », qui permet de relativiser autant les moments agréables que les moments désagréables. Les moments agréables, on doit en profiter tant qu'ils sont là, parce qu'ils ne seront pas toujours là.
Et les moments désagréables, on ne doit pas les considérer comme quelque chose qui sera toujours présent, parce qu'ils vont passer aussi. C'est d'autant plus vrai, en tout cas pour les émotions, que selon Jill Bolte Taylor, les émotions durent 90 secondes. Si on ne les alimente pas, si on ne les réchauffe pas, si on ne les nourrit pas. Donc, notre réalité psychologique, c'est que les choses ne durent pas et qu'elles changent et qu'elles évoluent. Et qu'on a tendance à les figer. C'est vrai pour de la douleur, c'est vrai pour une émotion forte. On oublie que c'est très désagréable, oui, mais c'est déjà en train de changer et en plus de changer, ça va finir par passer. Dans le cadre de cette retraite, car je ne m'en lasse pas, vous aurez les moments de confort qui vont passer, vous aurez les moments d'inconfort qui vont passer, de concentration qui vont absolument passer, de déconcentration qui vont aussi passer, des moments de confusion, de somnolence qui passeront, de lucidité qui passeront, d'agitation, de calme, de rejet, d'acceptation, de doute, de confiance, d'envie de chocolat qui passeront, d'envie de prendre le volant de votre voiture au milieu de la nuit pour rentrer chez vous qui passeront, d'envie de louer ici une chambre à l'année qui passeront. Toutes les sensations, toutes les émotions, quand on les observe suffisamment longtemps, avec suffisamment de curiosité et de bienveillance, finissent par révéler leur nature changeante. Et on peut simplement les laisser changer et passer sous nos yeux, ou sous en tout cas, la perspective de notre attention. Ce qui est fantastique, c'est que paradoxalement, le fait que tout soit changeant, ça veut aussi dire que nous qui l'observons changer, nous sommes dans un état de stabilité. L'observateur qui observe ce qui change, lui, il est stable. Il est rendu stable par justement cette nature changeante de tout ce qu'il observe. Donc, observer ce qui se passe en nous en pleine conscience, c'est simplement observer ce que nous proposent nos 5 sens plus 1, nos 6 sens, comme n'étant pas nous et allant changer et passer. Sur papier, c'est très simple. C'est vraiment ça qu'on apprend à faire. Cette qualité d'attention, elle a une qualité spacieuse. Ça crée beaucoup d'espace. On peut accueillir beaucoup de choses dans cet espace-là. À partir du moment où on a cette conscience que c'est pas nous et que ça va passer, on n'est pas pris par l'identification, par la honte, la culpabilité, l'orgueil, toutes ces choses qui se produisent quand on s'attribue quelque chose qui nous passe dans le champ de l'attention. Et ça m'a fait penser, cette notion d'espace, puisqu'on y met beaucoup de choses dans notre attention, à un conte russe que je ne vais pas raconter jusqu'à la fin, que vous connaissez peut-être. C'est l'histoire de la moufle. Je suis en plein dans les contes pour enfants. Donc, c'est une moufle abandonnée dans la neige, et il y a une petite souris qui a froid, qui va se réfugier dans la moufle. Et peu après, il y a un renard qui passe et qui dit « Petite souris, moi aussi j'ai froid, je peux aller dans ta moufle. Ah, écoute, ouais, c'est un peu petit, mais d'accord. » Et hop, le renard va dans la moufle. Après, c'est si je me rappelle bien, c'est un phacochère ou un sanglier. C'est des animaux de plus en plus grands qui tiennent toujours dans la moufle. À la fin, il y a un animal tout petit, mais je vous parle pas de la fin. Je m'arrête au moment où la moufle accueille énormément de choses. Et c'est ce que nous permet cette qualité-là d'attention. Alors qu'il est très difficile d'accueillir certaines émotions, certaines sensations, quand on se confond avec elles et qu'on pense qu'elles sont permanentes, ça devient possible de le faire quand on cultive cette qualité-là d'attention. Pour donner une idée de la progression, pour de la colère contre quelqu'un, le degré 0, quelqu'un qui n'a jamais médité, c'est pas vous, serait de dire « il m'énerve ». Ce monsieur. Le problème est qu'il est énervant comme personne. Où on a complètement une perspective
où en fait, on n'a aucune autonomie, parce que c'est vraiment la caractéristique énervante d'une personne qui nous met dans cet état-là, et on n'a aucun contrôle dessus. Le degré 1, c'est « je suis en colère ». C'est moi qui suis en colère. C'est ma colère. Je suis une personne colérique. Je devrais être une meilleure personne que ça. Là, on peut observer, distinguer ce que la personne a pu provoquer en nous de notre propre réaction, mais on attribue la colère à qui nous sommes et on se la reproche, ce qui est extrêmement classique, de façon peut-être moins caricaturale, mais on le fait tous les jours. La honte ou la culpabilité pour une émotion qu'on a ressentie, qu'on pense qu'on n'aurait pas dû ressentir. Et finalement, et quand on fait ça, évidemment, on résiste et on se crispe sur l'émotion qu'on ressent. Et il y a cette phrase qui sonne encore mieux en anglais, mais en français, ça donne « ce à quoi l'on résiste persiste ». En anglais, c'est plus simple. « What we resist persists ». Et c'est exactement ça. Quand on est un méditant confirmé, le dialogue intérieur ressemble plutôt à ça. « Oh tiens, de la colère. De la colère. Ce n'est pas ma colère, c'est de la colère. À quoi ça ressemble, de la colère, dans le corps? Quelle est l'expérience de la colère dans le corps? Allons voir. » Et on se pose la question et on l'observe. Et comment est-ce que ce ressenti dans le corps et émotionnel va évoluer? Comment est-ce que je vais le voir évoluer? Et combien de temps va-t-il rester? Et on se pose ces questions-là par rapport à cette colère qui est apparue dans le champ de l'attention. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre colère. Et on observe qu'elle est changeante, parce qu'évidemment qu'elle l'est. À partir du moment où on l'observe, on découvre qu'elle change. On sait qu'elle va passer. C'est beaucoup plus sécurisant comme cadre. On n'est pas responsable, la personne qui nous a énervés non plus. Il se trouve qu'il y a ça dans le champ de l'attention. Et la chose la plus intéressante à en faire, c'est de l'observer. Ça, c'est la troisième compétence de la pyramide. Donc, le corps, stabiliser l'attention, observer ce qui se passe en nous d'une certaine manière, de cette manière-là. Et le dernier étage de la pyramide, mais qu'on cultive généralement en parallèle des trois autres, c'est cultiver les états qui nous font du bien et leur donner de plus en plus d'espace. Comme par exemple la bienveillance, la joie empathique, notre capacité à être heureux du bonheur d'autrui, la compassion, le contentement, la gratitude, la générosité et l'équanimité, cette capacité à relativiser, justement, à prendre conscience que tout est changeant quand on vit quelque chose de difficile. Et quand on prend l'habitude de créer de plus en plus de place dans nos petites vies intérieures pour ces états-là, même à petite dose, ça nous fait du bien, ne serait-ce que parce qu'en faisant les exercices, souvent, on a des moments qui sont très plaisants, très agréables. À moyenne dose, je pense que ça peut nous attendrir, changer notre rapport aux autres, le faciliter, mettre plus de tendresse, plus de gentillesse dans les rapports humains, au-delà de notre petite personne, de notre grande personne. Et aussi changer le rapport à nous-mêmes, ça ouvre la porte, surtout si on pratique cette désidentification dont on a parlé avant, ça ouvre la porte à une capacité à avoir de la compassion pour son propre chagrin, pour sa propre douleur. Ce qui est extraordinairement sain sur le plan psychologique, d'être capable d'être désolé pour nous et de nous souhaiter que ça aille mieux, de ne pas attendre, comme le disait un spécialiste de la question, un formateur, ou bien vous faites preuve de compassion pour vous-même, ou bien vous harcelez vos proches pour qu'ils le fassent. Et peut-être plus raisonnable de commencer par la première option. Et on peut aussi se réjouir de sa propre joie. C'est peut-être plus compliqué, mais il faut essayer. Pierre, qu'est-ce que je suis content pour toi, que tu sois heureux aujourd'hui. On verra, essayez ça à la maison, vous me direz ce que ça donne. À très 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 haute dose, ça permet l'ensemble de ces compétences-là de trouver
dans tout être humain qu'on rencontre une occasion de pratiquer bienveillance ou compassion ou joie empathique, parce que finalement il y a toujours l'un des trois qui est praticable, quelqu'un qui ne va pas bien ou qui est clairement pas en bonne forme, la compassion, quelqu'un qu'on voit en face de nous de la bienveillance, et quelqu'un qui est heureux, de la joie empathique. Avec une pratique avancée de la bienveillance, toute personne en face de vous peut être l'objet de cette bienveillance. Donc vous en bénéficiez aussi, puisque c'est très très agréable d'être dans cette attitude. Et peut-être pour parler d'un point culminant, parce que là on a tout l'ensemble des compétences méditatives de la pyramide, mais c'est bien d'évoquer des niveaux inatteignables. Alors, un méditant expérimenté qui est, je crois, devenu ensuite le médecin privé du Dalai Lama, donc qui était un Tibétain aussi, a été enfermé pendant 20 ans dans les prisons chinoises. Et en débriefant son expérience avec le Dalai Lama, il lui disait il y a des moments où j'ai vraiment eu très peur. Et le Dalai Lama lui dit peur à cause des tortures, des mauvais traitements. Non, j'ai eu très peur de perdre ma compassion pour les Chinois. Ça, je dirais que c'est le niveau olympique. On n'a pas besoin de l'atteindre pour être heureux, mais ça donne peut-être une idée. Quand on a quand on a toutes ces capacités-là, enfin, quand on les a cultivées et développées, quand je parlais au tout début d'une espèce d'autonomie par rapport aux circonstances, enfin, d'une capacité à cultiver une forme de bien-être qui soit complètement indépendante des circonstances, c'est vraiment une illustration extrême de cette capacité-là. Si on est à la fois capable d'observer ce qui se passe en nous avec cette perspective, de s'en désidentifier, de le laisser passer, de calmer son esprit et de manifester intérieurement ces qualités de bienveillance, ces autres qualités positives, ça change vraiment l'impact que les circonstances extérieures ont sur nous. Et finalement, le bonheur, c'est ça, c'est être capable de ne pas dépendre d'éléments, de dépendre le moins possible d'éléments extérieurs pour être heureux. Et j'ai tout dit.